L'Afrique a la population la plus jeune au monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Situation avantageuse ou bombe à retardement? Afrique, la jeunesse est-elle abandonnée? Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vox Live. Aujourd'hui, je suis entourée de 3 personnes. Nous avons Babadem. Bienvenue encore une fois à vous. C'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. On continue avec Frédéric Tchongui. Vous êtes analyste politique. Bienvenue à vous. Merci. Et on termine avec Monsieur Armand Hiré. Vous êtes également journaliste comme Monsieur Babadem. Alors bonsoir. Bienvenue à vous. La thématique, je pense, elle vous inspire. Vous avez beaucoup de choses à dire, que ce soit pour la jeunesse, pour vous-même en tant que franco-africain pour certains, même vous qui êtes jeune aussi, bien sûr. Monsieur Armand Hiré, la jeunesse est-elle abandonnée sur le continent africain? Grande question. Mais avant, mesdames et messieurs, ça chauffe à la CEDEAO. Et oui, vous avez tous suivi ce qui s'est passé. Vive altercation entre le député Guy-Marius Sagna et la vice-présidente Adjaratou Traoré au point d'en venir aux mains quasiment. Alors, la CEDEAO est-elle en train d'imploser? Bonne question. Babadem. Plus qu'imploser, elle est en train de montrer carrément les limites dont l'AES voulait montrer en fait. Donc le fait de, et même par rapport à ce qui s'est passé entre Adjaratou Traoré et Guy-Marius Sagna, je ne l'ai pas vu insulter. Il a juste pointé du doigt en disant que quelque part c'est les chefs d'État qui appauvrissent l'Afrique quelque part. Et c'est ça que Adjaratou n'a pas supporté. D'accord. Adjaratou Traoré. Donc, moi, ce que je propose, c'est peut-être de regarder la vidéo et puis on revient. L'honorable Guy-Marius Sagna. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté. Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest ». Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui est à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Est-ce que comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... Vous êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez
Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez être tutoie. Nous avons l'obligation de la tutoie. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? My phone is Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. De retour sur le plateau de Vox Live, alors la question forcément, qu'a pu dire Guy Sagna Marius, donc l'honorable Guy Sagna Marius, pour avoir une telle colère de la part de Adjaratou Traoré, donc la vice-présidente de la CEDEAO? Comme on l'a entendu, il suffit que Guy Marius Sagna ait dit ce sont les chefs d'État qui appauvrissent. Le simple fait d'avoir dit ça, c'est à ce moment-là qu'elle s'est levée. Elle n'a pas attendu la fin, elle a même parlé d'impolitesse, d'insolence. Et pire, au lieu qu'elle revienne à de meilleurs sentiments 24 heures après, elle continue à parler d'insultes, qu'on ne doit pas tolérer cela. Et pourtant, c'est un parlement. Et comme on dit, ce qui est pire, c'est que si jamais elle, qui représente la Côte d'Ivoire, ne tolère pas ça au sein même du parlement de la CEDEAO, qu'est-ce que ça doit être, eux, en leur sein, au niveau de la démocratie, au niveau de leur parti. Donc, je vous pose la question à vous, juste dernière chose, je pense qu'elle mérite d'être suspendue. D'accord, non, on reviendra sur ça. Armand. Adjaratou Traoré, c'est plutôt l'envoyé spécial d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire? Elle n'est pas députée en quelque sorte, au vu de son comportement. Elle est vice-présidente de la CEDEAO. Mais moi, je l'appelle plutôt envoyée spéciale parce qu'elle ne s'est pas comportée en députée. Elle a été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle devait défendre ses collègues. D'accord. Donc, bon, elle insiste sur un point en disant... Sagna était en train d'accuser les chefs d'État africains. Tout à fait. Quand je regarde la vidéo, est-ce qu'il a cité même des noms? Bon, non. Je ne sais pas. Okay. Il a carrément... Elle s'est levée, elle a parlé d'impolitesse, de manque de respect. De manque de respect. Et elle allait juste à l'injuriant disant, tu te prends pour qui? Mais le monsieur ne faisait que défendre un dossier qu'il a fini de lire. Et donc il demandait des explications. Je me demande qu'est-ce qui a poussé ma soeur en griffe pour pouvoir péter un câble, excusez-moi du terme, pour réagir de cette manière-là. Et elle s'est levée même jusqu'à aller frapper, aller s'en prendre physiquement à un grand gaillard qui fait 1m80 et qui pèse 100 kg. Donc en tout cas, elle ne s'est pas fumée de l'eau de courage. L'eau du courage. Pour vous, donc, qui êtes sur le plateau de Vox Live, il n'y avait aucune raison pour que Adjaratou Traoré se comporte de la sorte. Et le pire, c'est le timing. Parce qu'il a mis au moins 2-3 minutes, surtout en mettant en cause le PNUD sur le titre l'appauvrissement, la pauvreté. Au lieu de parler d'appauvrissement, il parlait de pauvreté. Et c'est au moment où il y a eu les syndicats, les chefs d'État qui appauvrissent, c'est à ce moment où il y a eu le timing où elle s'est levée. Donc, elle était prête à aller au combat. Mais c'est ça qui l'a fait lever, c'est pas le PNUD, c'est pas autre chose, c'est chef d'État. J'ai la nette impression que Médougou, la présidente du Parlement de la CEDEAO, la togolaise, Adjaratou Traoré, et un autre député togolais sont de connivence pour s'en prendre à Guy Marius Sagna de par ses positions au niveau de la CEDEAO. Le député togolais allait jusqu'à dire qu'il devait signer une pétition pour éjecter Guy Marius Sagna de la CEDEAO. Mais ils ont mis la pétition même en place. Non, voilà. Donc, dans tous les cas, des comportements de ce type n'ont rien à faire dans une institution démocratique comme la CEDEAO. Je pense que effectivement. Une institution démocratique.
une institution comme la CEDEAO, qui se dit démocratique, comme la CEDEAO, on peut avoir des divergences d'opinion, on peut ne pas être d'accord, on peut à la limite le crier, mais de là en venir aux mains, ça ne donne pas une bonne image de cette institution. En tout cas, elle est revenue quelques jours après. Non, je crois que c'est le jour même. Hein. 24 heures après, elle est revenue avec, pour entre guillemets, s'excuser du comportement et surtout pour expliquer, on va dire, plutôt pour expliquer son comportement en disant que c'est le manque de respect qui l'a dérangé, que au Parlement de la CEDEAO, on peut dire tout haut ce qu'on souhaite, on peut tout simplement critiquer les chefs d'État. N'a pas respecté qui? Oui. C'est ce qu'elle dit en tout cas. C'est la question. Que c'est un Parlement où on peut critiquer les chefs d'État sans aucun problème, mais tant que c'est fait avec respect. Moi, ce que je veux dire, Adjaratou Traoré n'est pas à sa première bourde. Même au niveau de son parti, elle a traité un des caciques de ce parti, Ibrahima Bakongo, l'actuel gouverneur d'Abidjan, de parrain des microbes. Vous savez ce que c'est que les microbes. Donc, elle n'est pas à sa première bourde. Elle avait été exclue du parti après les élections municipales. Elle est revenue avec la magnanimité de bien sûr, d'Alassane Ouattara et de son clan. Donc, on va dire qu'elle aime les actions à clash. Et c'est ce qu'elle allait exprimer à la CEDEAO. C'est pourquoi je l'appelle un envoyé spécial, parce qu'elle n'a pas joué son rôle de député. Mais que ce soit des clashs, c'est-à-dire qu'on a déjà vu dans des parlements des frictions, ils en sont venus même aux mains parfois dans certains parlements. Et elle n'est pas la seule au niveau du Parlement ivoirien. Mais au moins elle n'est pas la seule à se comporter comme ça, parce que avant elle, il y avait une certaine, j'oublie le nom, elle s'appelle Traoré aussi, ou bien, voilà, qui a aussi instigé des troubles au niveau du Parlement, même au niveau de... Il y avait une réunion en Afrique du Sud qui réunissait les parlementaires africains. En gros, c'est pas leur première l'Union fois. africaine, c'était... En Afrique du Sud, c'était le Parlement de l'Union africaine, effectivement. Donc, vous dites que c'est une habituée à ce genre de comportement. Je veux dire qu'elle et sa collègue sont des habitués de ce genre de comportement. Mais le pire, défend au moins des positions. Par exemple, si c'était sorti du franc CFA, pas sorti, au moins quelque chose qui fait que le peuple se voit là-dedans. C'est pourquoi je dis qu'elles sont abonnées à des clashs. Des chefs d'État, quand on a dit les chefs d'État, c'est là où elle s'est levée pour en venir aux mains. Mais c'est tout ce qu'elle a compris. Et puis ça n'arrange pas. Puisque le français développé par Guy-Marius Sagna, je ne pense pas qu'elle ait compris tout ce qu'il disait. En fait, elle considère que c'est un manque de respect de s'adresser comme ça aux chefs d'État. Mais ça n'arrange pas l'image. Mais au-delà, s'il avait insulté, j'aurais compris. S'il avait été... Mais il a juste dit, des chefs d'État participent à cet appauvrissement. Moi, je vois pas. En plus, on n'a pas nommé... On en parle aujourd'hui parce que ça s'est passé au Parlement de la CEDEAO et que ça a été médiatisé. Bien sûr. Sinon, Adjaratou, c'est un véritable casse-pied que son parti n'arrive même pas à gérer. Mais comment elle a fait pour devenir vice-présidente ? En tant que vice-présidente, on ne doit pas avoir ce... C'est plutôt le contraire, on est censé modérer. Ce type d'agissement. Comment est-ce que Médougou Ibrahima est arrivé à la tête du Parlement de la CEDEAO? C'est aussi les arrangements au niveau du syndicat des chefs d'État. Parlons de ça aussi. Pour le coup, ce n'est pas le thème du jour, mais est-ce que vous pensez que l'image de la CEDEAO va être impactée? La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est resté de l'image de la CEDEAO en réalité. C'est d'abord ça la question. Mais de toute façon, effectivement, ça n'aidera pas à redorer son blason. Et au contraire, il n'a même plus de blason. Au contraire, il y en a qui découvrent Guy-Marius Sagna en disant mais il était où? Enfin, quelqu'un qui parle du peuple et qu'on veut... Donc ça n'arrange pas effectivement, pour répondre à la question, l'image de la CEDEAO. Pour moi, la CEDEAO n'a même plus d'image. Il faut la refondre, il faut trouver d'autres logiciels pour pouvoir faire vivre cette CEDEAO qui, pour moi, n'existe pratiquement plus. Et Guy-Marius Sagna est à fond dans le fait qu'on doit reconstituer la CEDEAO, la refondre et mettre une nouvelle structure en place. Voilà, les messages sont passés, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Vox Live, votre émission qui décrypte l'actualité
africaine. Allez, on reprend le thème du jour, l'Afrique. La jeunesse est-elle abandonnée? Donc il faut savoir que plus de 70% des subsahariens ont moins de 30 ans. 60% en Afrique subsaharienne sont considérés comme inactifs ou en faible activité. C'est 30% pour l'Afrique du Nord. Tous les jours, des jeunes, malheureusement, meurent en voulant aller en Occident. Malgré cela, selon la jeunesse, bien sûr, rien n'est fait pour enrayer cela. Mesdames et messieurs, je réitère ma question. Afrique, la jeunesse est-elle abandonnée? Rapide tour de table. Elle est abandonnée, mais malgré tout ce qui est mis en place pour que moi je dirais abandonnée à partir du moment où les chiffres ont été cités. Et j'ai d'autres chiffres qui font froid dans le dos. C'est-à-dire, on vous écoute. Déjà, la déscolarisation, 98 millions d'enfants de 6 à 14 ans sont pas à l'école, sont déscolarisés. 98 millions, ça représente quand même un pays comme la RDC. On ne se rend même pas compte. C'est-à-dire que 98 millions, c'est le Mali, le Sénégal, peut-être la Côte d'Ivoire et un autre pays réunis. Vous imaginez, ils sont déscolarisés. Au-delà de ça, j'ai aussi l'autre chiffre qui est de 72 millions de jeunes hommes et femmes qui n'ont ni accès à l'emploi, ni à une formation. Donc, c'est malgré tout ce qui est mis en place pour endiguer cela, c'est pour vous juste dire que si on a autant 90 malgré millions... Malgré les écrits ou bien 60... tout ce qui est mis en place? Tout ce qui est mis en place, parce qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a des programmes, dans chaque pays, il y a des programmes pour essayer d'enrayer le chômage, par exemple. Mais ils sont non seulement ni adaptés à la situation, mais pire encore, on voit des exodes, par exemple, par la mer, mais on va parler aussi tout à l'heure, mais des jeunes qui vont aller vers le terrorisme. Bien sûr. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'exode, je pense que le terme approprié, c'est le processus de désaffiliation. Ce qui signifie quoi? Que des jeunes partent en laissant totalement leur identité et pour aller dans d'autres pays, entre guillemets en Europe, etc., pour pouvoir avoir une vie meilleure. Mais le gros problème qui se pose, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, tu as parlé des systèmes qui ne sont pas adaptés. Je pense que c'est le gros problème que la jeunesse africaine rencontre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand bien même ils terminent leurs études, parce que par exemple, je prends le cas du Cameroun, où quand même l'accent au niveau des études primaires et secondaires est mis, ils arrivent à un moment où, à l'université, ils vont être orientés vers des filières qui ne sont pas du tout adaptées aux réalités du pays. C'est-à-dire qu'on va commencer à produire des philosophes, on va produire des historiens, on va produire des professeurs de français, alors que premièrement, ces secteurs sont bouchés. Et deuxièmement, on a besoin de techniciens pour construire le pays. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics pensent à développer ou à orienter les débouchés des jeunes vers des métiers d'avenir et tout en accompagnant ce développement-là. Donc oui, la jeunesse africaine est abandonnée de manière générale parce qu'ils se retrouvent dans un cul-de-sac à partir d'un moment et qu'ils sont obligés de faire des métiers, entre guillemets, peu valorisants, mais surtout peu rémunérants. Très bien. Qu'en pensez-vous, Armand? La jeunesse africaine est abandonnée à cause de la politique de leurs dirigeants. Ils prennent les jeunes, ils font d'eux les piliers de leur mandat pendant leur discours, et vers la fin, ils les mettent carrément dans une sorte de placard et ils continuent de fonctionner. L'existant peut être réel. L'existant peut être réel, comme il a dit tout à l'heure mon confrère, mais à quel moment on ne suit pas cet existant-là pour arriver à véritablement prendre ces jeunes-là en compte? Il a parlé de désaffiliation. Les jeunes, aujourd'hui, prennent pour acquis le fait d'aller en exil, le fait de passer par Lampedusa. Vous voyez, la Méditerranée, aujourd'hui, rejette tellement de cadavres africains que de poissons morts dans les bassins. C'est-à-dire que si on lance un filet aujourd'hui dans la Méditerranée, on va plutôt repêcher des corps que du poisson. Donc vous voyez que les politiques qui sont mises en place au niveau de la jeunesse, dans la plupart des pays africains, sont galvaudées et n'existent pratiquement pas. Par contre, les dirigeants, ils ont l'huile sur la bouche en disant « Nous faisons un programme pour la jeunesse. Ce mandat est placé sur le thème d'encadrer la jeunesse et tout. »
Donc, c'est toujours le problème avec ces dirigeants. C'est un sérieux problème avec ceux qui nous gouvernent. Bien sûr, on l'a bien compris, Armand Hiri. Donc, on va rentrer plus en détail dans un instant. Peut-on généraliser? Parce que c'est vrai que les gens se disent souvent arrêtez de parler de l'Afrique comme un bloc. L'Afrique, c'est 54, 55 pays, donc avec chacun ses réalités. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler comme ça et dire oui, l'Afrique abandonne sa jeunesse? Personnellement, je pense qu'on peut généraliser parce que la situation, lorsqu'on regarde la situation des jeunes de manière générale dans chaque pays africain, certes, il y a des disparités, certes, il y a des jeunes qui ont plus accès à l'emploi, certes, il y a des jeunes qui ont un accompagnement plus accru des pouvoirs publics, mais on reste quand même la population, la jeunesse africaine reste la jeunesse qui a la plus pauvre, l'une des plus pauvres du monde, si ce n'est la plus pauvre du monde. Donc, la plus déscolarisée, la plus pauvre en fait, au monde, celle qui meurt le plus. Celle qui est obligée de prendre, comme mon confrère l'a dit ici, celle qui est obligée de prendre la voie de l'exode, même s'il y en a aussi en Asie, etc. Mais celle qui a énormément de problématiques aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine. On a dans chaque pays, comme mes confrères ici l'ont dit, dans chaque pays, il y a toujours des programmes de jeunesse qui veulent être implémentés, mais qui ne sont pas assez efficaces. Donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il faut orienter donc les pouvoirs publics, les décisions politiques vers le développement des jeunes. Parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Et j'étais en voyage au Congo récemment, et on se rend compte que il y a un pouvoir à deux vitesses. C'est-à-dire quoi? Que le pouvoir parfois met des choses en place, mais la jeunesse n'est même pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'information. C'est-à-dire de communication, ça manque toujours. De communication, un problème d'accompagnement de ces jeunes-là. Et c'est ça le plus important, c'est ça le plus... ça fait partie des problèmes, concret, effectivement, on est d'accord. Babadem, alors si on citait aujourd'hui les problématiques que vivent la jeunesse, on parle de chômage élevé, donc on est tous d'accord sur ça, très difficile pour la jeunesse d'entrevoir un avenir, un bel avenir sur le continent africain, et ça c'est très difficile pour un continent qui finalement est censé prendre cette jeunesse comme un avantage concurrentiel et qui finalement est presque devenu une bombe à retardement. Mais le mot vient d'être cité, bombe à retardement. Je me souviens qu'en 2014-15, il y avait il était président Condé qui faisait face à celle qui est aujourd'hui qui était ministre à l'époque, je crois, des Affaires étrangères du Rwanda, qui est aujourd'hui la secrétaire générale de la francophonie, Louise Michi-Kwaba, j'espère que je prononce bien son nom. Et je me souviens, c'était dans une conférence ici à Paris, et Alpha Condé disait, la jeunesse africaine actuellement avec la démographie, c'est une bombe à retardement. Louise Michi-Kwaba, elle a répondu, au contraire, vous êtes chef d'État, c'est vous qui devez amener des solutions. Et pour moi, avoir une démographie, une jeunesse aussi dynamique, c'est plutôt une richesse. Mais il faut pouvoir la faire rêver, il faut pouvoir l'encadrer. Aujourd'hui, c'est-à-dire 10 ans après, c'est devenu pour moi, finalement, moi qui critiquais Alpha Condé à ce moment-là, je me dis qu'il a raison. Pourquoi ? Parce que rien n'est fait. Depuis les 10 ans, là, 2008-2019, les chefs d'État étaient partis, je crois que c'était à l'Union africaine ou au CED, Union africaine, ils disaient, ça y est, c'est l'année de l'Afrique. 2008-2019, ils ont dit, la jeunesse africaine va prendre son destin en place. Et mieux, on disait que c'est terminé les voies comment on appelle ça là, les voies d'immigration, que grâce au sous-sol africain, là maintenant l'Afrique est en train de penser. Et on voyait effectivement par exemple le Kenya, le Ghana, ces pays qui disent évoluer. Maintenant, quand on parlait de généralité aussi tout à l'heure, on peut éventuellement voir l'Afrique du Nord, où il y a quelques disparités. Par exemple, la Tunisie n'a pas le taux médian n'est pas assez est plutôt élevé. Exactement, c'est 30 ans. 30 ans, alors que l'Algérie c'est la plus jeune. Donc à ce niveau, mais eux au moins ils ont des politiques plus ou moins efficaces. Et là on parle plutôt de l'Afrique subsaharienne où dans le pire des cas, il y a la déscolarisation, mais au-delà de la déscolarisation, c'est la formation aussi. De plus en plus de professeurs des établissements publics désertent les établissements publics pour le privé, et ce qui fait qu'il y a une formation encore plus de mauvaise qualité. Et autre chose, comme il le disait, au lieu de s'inscrire dans les filières techniques et même
je voudrais juste mettre en aparté, les Béninois m'en excuseront, mais la dernière fois quand on a vu la femme du président, la première dame qui crée un lycée international, c'est bien écrit, lycée international français au Bénin, et où l'accès est à un niveau très cher. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent même pas à essayer d'inclure... La sélection est terrible. Non seulement, mais le tarif est hors de portée du Béninois moyen. Au lieu de penser à une scolarisation, à une formation, elle veut plutôt attirer ceux des élites, bien sûr. Mais peut-être qu'elle veut monter un lycée d'élite. Français. Bon, enfin, je dis ça comme ça. Elle met français. Hein. Lycée international français. Je pense qu'on devrait arrêter avec la sémantique qui dit que l'Afrique est riche. C'est-à-dire à cause de son sous-sol. Non, nous sommes pauvres. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas développé nos compétences et nos cerveaux. C'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est pour ça que la jeunesse se retrouve coincée. À un moment, on dit, OK, vous pouvez exploiter les mines d'or, vous pouvez exploiter le pétrole, etc. Mais on n'a pas, c'est-à-dire les pouvoirs publics, premièrement, dans un premier temps, n'ont pas pensé à développer notre industrie. Et deuxièmement, on n'oriente pas les jeunes pour être compétents. C'est pour ça qu'on se retrouve, par exemple, avec la Chine. Bon, le problème est lié. La Chine qui vient exploiter, d'autres puissances qui viennent se servir chez nous. Et les jeunes ne trouvent pas d'emploi. À cause de cela. Pourquoi ? Parce que premièrement, ils ne sont pas bien orientés et deuxièmement, ils n'ont pas les compétences. Donc en fait, on est dans un circuit où on est soi-disant riche, mais on n'arrive pas à exploiter nos propres matières premières. Quand on parle de la jeunesse, la jeunesse. On parle vraiment de l'éducation. C'est important ce point. Oui, l'éducation. Quand on parle de l'Afrique, abandonne-t-elle sa jeunesse, on démarre avec l'éducation. Et depuis le Covid aussi, ils ont vu que la déscolarisation a chuté de plus de 20%. Exactement. Tout ça, les dirigeants ils pensent. Au niveau même de l'UA, ils ont une envoyée spéciale chargée de la jeunesse qui est Aya Chebi, une Tunisienne qui a été mise là depuis 2018. C'est-à-dire, on pense à la jeunesse. Mais est-ce que les mécanismes sont créés pour qu'on n'assiste plus à la surévaluation du taux de chômage, on n'assiste plus à une baisse de l'éducation, on n'assiste plus à la mauvaise prise en compte sur le plan social? Est-ce que les mécanismes sont créés? C'est ce que je veux qu'on étudie ici. C'est de ça que je veux qu'on parle. Est-ce qu'il y a des gens compétents, dans nos différents gouvernements pour prendre réellement en compte cette jeunesse-là? Bien sûr. Moi, je veux recadrer un peu la question. Est-ce qu'il y a une véritable volonté politique? C'est ça, justement. La question. C'est un peu ma question que je posais. Parce que on ne prend pas de techniciens, on prend des politiciens pour occuper des postes dans les différents gouvernements. Je ne vois pas un poste de chargé de la jeunesse dans les mains d'un politicien. Il faut prendre un technicien, quelqu'un qui a étudié la thématique de la jeunesse, qui sait comment elle fonctionne et qui lui-même est jeune. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous parlez que lui soit jeune, c'est important parce qu'il y a une véritable exclusion de la jeunesse au niveau du sommet. C'est-à-dire que les jeunes, on les voit, oui, en bas, lorsqu'il faut militer, lorsqu'il faut attirer, lorsqu'il faut... Merci exactement pour le terme. Mais dès que les élections sont passées, finalement, on ne les voit plus, ces jeunes-là. Parce que malheureusement, la jeunesse n'est pas... Conviée. Premièrement, elle ne s'est pas organisée elle-même aussi. C'est ça aussi le problème. C'est que, OK, je pense qu'on peut mettre la faute sur les politiciens et sur ceux qui nous dirigent de manière générale. Mais je pense que la jeunesse devrait aussi essayer de prendre son destin en main. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'organiser pour pouvoir peser. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, et c'est ce que je disais dans une conférence lorsque je m'adressais à des jeunes qui venaient du Bénin aussi, c'est que le problème, c'est que personne ne vous attend. Personne ne vous attend et personne ne fera les choses pour vous, si vous-même vous ne prenez pas votre destin en main. Et on le voit depuis plusieurs années, lorsqu'on parle de la question des jeunes, il y a toujours dans les programmes politiques la jeunesse au centre. Mais ensuite, on se rend compte qu'il n'y a rien qui est fait pour la jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution viendra des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. C'est le seul moyen de pouvoir inverser la tendance. Donc il faudrait que les jeunes, ça c'est une des solutions, les jeunes s'engagent, que ce soit politiquement, socialement, et qu'ils essaient de peser. Je vais prendre un exemple ici, peut-être qui n'est pas très au niveau du contexte, très intéressant. Mais je parle par exemple mai 68, avec les jeunes qui ont fait basculer le système de Gaulle. Donc c'est la même chose qu'il faudrait faire. Il faudrait que les jeunes
puissent s'affirmer pour pouvoir avoir plus de droits et pour pouvoir monter. Donc il faut que les jeunes deviennent de plus en plus activistes, c'est ça? Activistes, essaient de créer... Parce que il faut dire que la jeunesse africaine propose souvent des solutions pour se prendre en compte elle-même. Tout à fait. Mais quand elle avance, elle trouve toujours qu'il y a un barrage quand elle doit toucher le Graal. C'est ça le problème. Les politiques mettent toujours une barrière pour ne pas que cette jeunesse-là avance. Mais c'est de l'incompétence. Parce que, certes, ils sont incompétents, mais est-ce que ce n'est pas une stratégie pour permettre à cette jeunesse de ne pas avancer parce qu'ils peuvent toucher aux politiques et ça peut déranger? Parce que c'est une force. Certains parlent même de division au sein de la jeunesse pour finalement ne plus avoir la possibilité de parler d'une même voix. Il parlait tout à l'heure d'être organisé. Mais ils s'organisent comment quand on sait que les dirigeants ont leurs tentacules? Quand on sait que ces jeunes ne peuvent pas manger, quand on sait que ces jeunes ne travaillent pas, quand on sait que ces jeunes ne sont pas éduqués, quand on sait que ces jeunes ne sont pas formés, donc finalement, c'est les affaiblir, ils sont affaiblis. Donc c'est difficile de trouver... Il faut souvent écouter, par exemple, comme on parlait des programmes là, il y en a. Mais les programmes viennent d'où? Souvent de l'Union européenne, du FMI ou de la BAD, en tout cas en haut là-bas jusqu'au niveau du ministère. PNUD et autres. Du PNUD, etc. Mais comment ça se passe? C'est que c'est eux qui viennent avec leur canevas en disant, bon, je donne juste un exemple, le côté des migrants. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de migrants qui quittent par exemple le Sénégal, la Mauritanie, et ils vont vers l'Espagne. Ils se sont dit, tiens, pour éviter qu'il y ait ce flux de migrants, on va essayer de donner une enveloppe pour pouvoir développer de l'emploi pour fixer ces jeunes. Mais qu'est-ce qui se passe? Entre l'enveloppe ou le financement reste au niveau peut-être de l'État. Dans le meilleur des cas, ils vont dire, bon, nous allons essayer de mettre une campagne agricole et envoyer les gens en agriculture. Mais sauf que, au lieu d'aller voir les lieux, d'aller voir les jeunes en leur disant ce dont vous avez besoin, c'est non, on a un financement, on va faire cela, mais il y en a beaucoup qui ne sont même pas intéressés par l'agriculture. Et pire, on vous dit, soyez dans l'agriculture ou soyez dans la transformation. Mais le problème, c'est que même si vous financez l'agriculture, voire la transformation, vous ne parlez pas de distribution derrière. Donc il y en a qui partent. Moi, j'ai vu des professeurs, par exemple, des jeunes professeurs, qui préfèrent aller faire le taxi à New York, alors qu'ils sont aussi compétents. Donc l'Afrique refuse d'être industrialisée en quelque sorte. Mais par exemple le blé et la fraise, Burkina Faso, on nous dit que bon, le climat africain ne permet pas de récolter, en fait, de faire la culture du blé et de la fraise. La fraise. Pourtant ça existe. Un Burkinabé l'a fait. Un autre a pu créer du blé. Au lieu de, et puis on envoie des personnes qui nous créent avec de l'IA, de ces innovations. Au lieu d'être soutenus, on va attendre le soutien des autres pour que... Non, on les banalise parce que ça n'entre pas dans le canevas des dirigeants, c'est tout. Et pire, dans le côté bombe à retardement, au niveau du lac Tchadien, il y a à peu près 200 millions de jeunes à ce moment-là, 200 millions. Avec le réchauffement climatique, il y a l'eau qui est en train de se réduire, il y a des alimentations qui sont en train de réduire. On dit qu'en 2050, ils seront près de 400 millions là-bas. On parle aussi de 800 millions de jeunes à l'aube de 2050. En parlant de plus de 20 millions qui viendront sur le marché du travail. Et pour moi, je ne vois aucune perspective. Je ne vois aucune perspective de programme qui permet d'enrayer ça. Et je ne vais pas parler de Dos Santos autre chose, mais l'autre jeunesse qu'on oublie et que je voulais juste mettre, c'est les enfants des rues. Qu'on laisse souvent. Les enfants des rues sont souvent des personnes, je parle du côté du Sahel, sont souvent des personnes qui lisent le Coran, qui apprennent le Coran. Mais eux, à un moment, ils sont laissés dans la rue et presque sans argent. Et c'est ça qui fait, quelque part, entre guillemets, les djihadistes, c'est beaucoup plus facile de les récupérer parce que tout de suite, on te donne l'argent. On te donne de quoi manger, on te donne de quoi t'habiller, te chausser. Et mieux, on te dit, tu le fais pour Dieu. Si eux, ils n'ont pas vraiment bien appris le Coran et comprendre ce qu'est le Coran, mais ils tombent facilement en croyant qu'ils font le bien. On te recrute, quoi, en quelque sorte. Mais facilement. On te recrute avec un bout de pain. Moi, j'insiste sur... Tout à fait, avec le bout de pain et la boîte de sardines. On est d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live. On parle de la jeunesse ici sur le plateau. On revient dans un instant.
Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Africa pour votre émission Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la jeunesse. Afrique, la jeunesse est-elle abandonnée? Donc sur le plateau, ils sont tous unanimes. Oui, la jeunesse est abandonnée par nos autorités africaines, on est d'accord. On a parlé des autorités africaines. Baba, vous avez peint un tableau qui est plus que dramatique concernant la jeunesse africaine aujourd'hui, mais encore pire, celle qui va arriver dans quelques années, et ça va passer très 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 vite. Donc un boom, 800 millions en 2050. Donc, comment le marché du travail va pouvoir finalement essayer de donner tout simplement de l'emploi, de donner à ces jeunes la possibilité de vivre leur vie sur le continent africain? Très difficile selon vous, vous l'avez dit, vous le réitérez ici sur le plateau de Vox Live. Qu'en est-il de nos institutions africaines, l'Union africaine, la CEDEAO? Y a-t-il des mesures, des programmes qui sont mis en place pour finalement se dire, OK, il y a urgence, 2050 c'est demain, il va falloir se mettre au boulot? C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du fait qu'à un certain niveau, la jeunesse est prise en compte. Mais j'ai comme l'impression que c'est par écrit. Ils écrivent que oui, la jeunesse doit être capitalisée, la jeunesse doit être... Il y a quand même un agenda, l'agenda 2063, c'est important d'en parler. Et je pense aussi ce qui pourrait être intéressant, et c'est un axe maintenant avec ses défauts et ses attentes, c'est la ZECAf, la zone de libre-échange africaine. Je pense qu'elle pourrait être intéressante. Pourquoi? Parce que moi, je vois le développement, entre guillemets, de l'Afrique et l'inclusion de ces jeunes de manière régionale et non pas pays par pays. Bien sûr, c'est très important. Pourquoi? Parce que la réponse ne peut être qu'à ce niveau-là, à une uniformisation, entre guillemets, des procédés et la facilitation pour les jeunes, entre guillemets, de pouvoir se déplacer d'un espace à un autre. Une véritable intégration économique. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, lorsqu'on étudie un petit peu l'Afrique, l'économie africaine de manière générale, qu'il y a des développements à plusieurs vitesses. Il y a des pays qui sont très développés, par exemple, comme le Maroc, et d'autres qui le sont moins, comme la Centrafrique, par exemple. Et donc, je pense que si on facilite le développement, la libre circulation des jeunes à l'intérieur du continent africain, ce sera beaucoup plus simple pour eux de pouvoir vendre leurs compétences dans les différents marchés qui sont en dehors de leur pays. Et c'est pour ça que moi j'encourage vraiment cette mesure-là et qu'il faudrait la développer pour qu'elle puisse être efficace et permettre aux jeunes de se déplacer. Sachant qu'on sait déjà qu'aujourd'hui, les Africains émigrent principalement en Afrique avant d'aller à l'extérieur. Ça, c'est important de le répéter. Moi, je pense qu'il faut aussi mettre... Est-ce que l'Union européenne... l'Union africaine met en place un système de prêt pour la jeunesse? C'est vrai, ils ont quel budget? Justement. Laissez-moi d'abord le budget. Mais justement, ils ont un budget. Et c'est dans ce budget, il faut circonscrire le fait que la jeunesse doit être prise en compte. Parce qu'ils ont nommé quand même une représentante. Bien sûr, mais moi je le tiens à le dire, ils ont mis en place plusieurs politiques et programmes de développement de la jeunesse à l'échelle continentale pour tirer parti donc, du dividende démographique de l'Afrique. Et parmi ces initiatives, il y a la charte de la jeunesse qui a été la charte africaine de la jeunesse, le plan d'action de la décennie de la jeunesse et la décision de Malabo sur l'autonomisation des jeunes. Donc c'est une véritable problématique qui est traitée au sein de l'Union africaine. Maintenant, la question elle est... Maintenant, est-ce qu'ils ont mis en place des mécanismes pour parler directement aux jeunes en ne pensant pas, bien sûr, par les pays et autres. Ils ont nommé une responsable, on parle d'envoyer, ils parlent d'envoyer, Aya Chebi, je crois, une Tunisienne. Aya Chebi, oui. Ouais, ils l'ont nommé. Quel est son rôle réellement? En fait, le problème, c'est qu'on doit se poser, d'abord, la question qu'on doit se poser, c'est quel est le réel impact de l'Union africaine sur les pays africains? C'est d'abord à ce niveau-là. C'est la première question. C'est-à-dire, est-ce que l'Union africaine est capable de bousculer les politiques des pays? Est-ce que les pays ont une réelle intégration dans l'Union africaine? Parce que en lisant des rapports, on se rend compte que l'Union africaine, entre guillemets, a du mal, premièrement, d'abord à recevoir les cotisations des pays qui sont censés payer. Vous savez qu'ils sont financés en 2% du commerce extérieur de chaque pays est reversé à l'Union africaine. Donc, en fait, la question, c'est de savoir, est-ce que l'Union africaine est capable, à ses épaules, pour porter un réel développement sur le continent africain? Je ne pense pas. Surtout que l'Union africaine est financée aussi par l'extérieur. Ce qui fait que, entre guillemets, ils ne sont pas réellement, même s'ils mettent des programmes en place, ils ne sont pas réellement aptes à porter cela. Ils ne peuvent pas investir, en fait. Ils sont financés par l'extérieur qui considèrent qu'il faut... C'est pour ça qu'il est important qu'on régionalise
plutôt l'effort. On ne regarde pas l'Union africaine, mais qu'on regarde plutôt la zone CEMAC. Quand on regarde pas la CEDEAO, par exemple, la CEMAC, la CEDEAO. Exactement. Vous pensez qu'eux vont avoir une solution pour pouvoir enrayer, pour pouvoir en toi trouver des solutions pour la jeunesse? Pourquoi? Parce que premièrement, ils sont d'abord plus autonomes, entre guillemets. C'est la CEMAC est financée par les États de la CEMAC en général, et aussi l'UMOA est financée. Et maintenant, essayons de mettre des ponts, entre ces différents organes régionaux pour permettre le développement, parce que je pense qu'ils ont une plus grosse assise que l'Union africaine qui est un peu D'accord. Donc je repose la question, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la CEDEAO, quand vous regardez la CEMAC, vous considérez qu'ils ont le poids nécessaire, les épaules nécessaires pour pouvoir finalement accompagner la jeunesse de leur zone que l'Union africaine? Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un budget pour le faire? Ils mettent en place des programmes, effectivement, des programmes d'immersion professionnelle, des plans stratégiques. Ce que je veux, c'est un dialogue direct entre les institutions dont vous parlez actuellement et la jeunesse. Parce qu'ils sont obligés de passer par les pays. Et quand ils passent par les pays, c'est là que le bas blesse. Parce que ces pays-là, est-ce qu'ils prennent en compte réellement les aspirations de la jeunesse? Mais c'est même pas le pire. Le pire, c'est que... Parce que moi, je donne juste un exemple. Le ministre de la jeunesse ivoirienne a vu sur les réseaux sociaux un jeune qui dansait et qui avait du savon dans les oreilles. Il a trouvé que c'était un exemple de jeunesse. Il a pris ce monsieur, il lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit qu'il voulait une ferme. Je crois qu'ils ont casqué au bas mot près de 30 millions. Mais ce petit-là, je vais trouver le mot, je suis en train de chercher. Bon, il a ventilé l'argent. Il a gaspillé l'argent, en quelque sorte. Non, ça c'est contre-productif. Et aujourd'hui, il se retrouve, on va dire, prêcheur. Donc ça veut dire quoi finalement? C'est qu'il n'y a pas de plan établi pour accompagner la jeunesse. Il n'y a pas de plan établi. Aujourd'hui, il y a des prêts qui sont octroyés à certains jeunes. Mais vous ne comprenez pas pourquoi? Pour avoir ces prêts-là, il faut se lever le matin, il faut avoir une assise, il faut être parrainé. Mais ça n'arrive même pas aux personnes concernées. Justement, c'est de ça que je parle. Si l'Union africaine, par la BAD, décide d'octroyer un prêt de 30 millions pour toute initiative au niveau de l'agriculture, ça va au niveau des États, des différents gouvernements, ça va au niveau du ministre, et le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler 3, 4, 5 personnes en disant j'ai un financement de 20 millions, trouve-moi des projets. Exactement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour trouver des projets? C'est entre eux, il nous faut un business plan. Là où c'est qu'au lieu d'aller vers les personnes, c'est-à-dire que au lieu d'aller vers... Il faut un dialogue direct entre la jeunesse et au-delà de ça, même l'accès à un financement, parfois il y a des personnes qui ont des projets qui permettent même d'avoir un impact et même de créer des emplois dans certaines villes ou contrées rurales, mais ils n'ont pas l'information. 2, quand on leur donne quelque chose, c'est des dossiers comme ça. Lourdeur administrative. Et même les techniques. Ils n'ont pas les techniques de business plan, les codes de business plan, ils n'arrivent pas. Ils ne sont pas accompagnés en fait. J'ai même vu des personnes qui ne parlent pas, parce que parlons de la scolarisation, il y en a beaucoup qui sont déscolarisés. Il y en a même qui te disent, qui connaissent les choses, mais ils ont dit, comme je ne parle pas français ou anglais. Oui, tout à fait. Donc je ne peux pas, je ne m'intéresse pas à m'engager. Et autre chose, les prêts. C'est-à-dire, au lieu de faire les initiatives, permettre d'encourager les initiatives privées, partout ailleurs, les banques donnent des facilités de paiement, par exemple des facilités d'accès au financement à hauteur de peut-être 4%, 5%. Mais allez voir sur le continent africain. Et en fait, c'est tout ça. Les taux d'intérêt sont exponentiels. Vous avez parlé de la lourdeur administrative. Je pense que c'est très important de l'évoquer aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque un jeune veut créer une entreprise, veut créer de l'activité, il faudrait que l'État fasse en sorte de faciliter via des mesures, faciliter la mise en place de son idée. Que cette idée-là devienne, parce qu'il y a énormément, vous parlez avec les jeunes africains, je crois que la jeunesse africaine, c'est la jeunesse qui a le plus d'idées dans le monde. De projets aussi. Si vous parlez avec eux, vous allez voir que moi je veux créer telle chose, je veux créer telle chose. Mais le gros problème qui nous bloque,
c'est que premièrement, on n'a pas de financement. Deuxièmement, il y a la lourdeur administrative. Pour le coup, la création d'entreprises sur le continent africain elle a été énormément facilitée. Dans plein de pays, on se dit oui, on peut créer son entreprise en 24 heures, etc. etc. Oui, mais comment vous portez le projet? C'est-à-dire que, ok, aller créer son entreprise, ça veut dire quoi? Mettre des statuts. En tout cas, quand on parle de lourdeur administrative aujourd'hui, il est plutôt assez aisé pour beaucoup de pays de créer son entreprise. En tout cas, ça a été... On ne va pas tout leur enlever à nos autorités. On peut leur céder ça. J'inclus dans la lourdeur administrative aussi la mise en place de possibilités, entre guillemets, de cash. Ça fait partie aussi. Bien sûr, on est d'accord. C'est-à-dire créer son entreprise, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a tout le reste ensuite. Statuts juridiques d'une entreprise, tout le monde peut le faire. Et c'est facile. Mais la question, c'est maintenant comment je peux développer mon projet. Il faudrait qu'il y ait un réel accompagnement dessus. Et juste aussi pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de népotisme. Je pense que c'est un gros problème. C'est-à-dire que les projets, les fonds, qui sont octroyés sont parfois repris par des mêmes personnes, entre guillemets, et même parfois les projets que les jeunes avaient sont volés. Évidemment. Justement, c'est à ça que je voulais arriver. Oui, et réutilisés par ces autres jeunes-là. Et quand ce n'est pas ton projet et que tu ne le portes pas à cœur, tu ne vas pas le développer comme la personne qui avait réellement l'idée et qui souhaitait la développer. Baba, vous êtes journaliste dans une émission qui s'appelle Jazz Africa, où vous mettez en avant donc, les porteurs de projets qui font l'Afrique. Et souvent, ils sont repris par les États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont nés sur le continent africain, ils ont grandi sur le continent africain, ils ont commencé à entreprendre, en tout cas à mettre en place leurs projets sur le continent africain, mais directement, il y a les États-Unis qui arrivent, il y a le Canada qui arrive, et hop, avec des fonds, ils font en sorte que... Et très souvent, on leur donne rapidement la nationalité du pays. Exactement. on efface l'autre. Mais au-delà de ça, même, c'est eux qui encouragent, en fait. Ils y croient, ils encouragent, ils financent. C'est un peu... On avait fait... il y a aussi le débat des athlètes, parce que au vu des Jeux Olympiques qui aura lieu, les athlètes, c'est-à-dire que dès que tu es bon et que tu as du talent, les Français, les Européens, les Américains vont tout de suite te naturaliser et te mettre dans des conditions. Mais justement, c'est parce que dans ton pays, il n'y a pas de politique pour pouvoir t'intégrer. Parce que regarde par exemple la Camerounaise qui est spongiste, qui joue au tennis de table. Oui. Elle a été obligée de faire, comment on dit ça ? Voilà. Pour pouvoir financer son... À un moment, les pays... Là, on va parler de honte. C'est-à-dire qu'on va parler de rayonnement international. Est-ce qu'on a même encore honte? À un moment, il faut avoir un ego. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est les JO. Le monde est tourné par nos athlètes. La pauvre Camerounaise fait un crowdfunding pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'elle a réussi à avoir les fonds qu'elle demandait? Je pense qu'elle les a eus. Bon. Je pense qu'elle les a eus. Juste pour payer son entraîneur. C'est tout ce qu'elle demandait. C'est-à-dire que dans son projet, elle voulait juste payer son entraîneur pour être plus entraînée. Et ce n'est pas la seule. Elle était prête à dormir au marché. En général, on parle souvent de... Lorsqu'on qualifie l'Afrique et ses dirigeants, on parle parfois de technocratie, de choses vraiment pointues. Alors que je pense que le plus simple, ce serait simplement que les gens mettent un peu de sérieux dans ce qu'ils font. C'est tout. Une volonté politique à savoir, on veut régler un problème. Si les gens sont vraiment sérieux, on a alloué tel budget pour telle chose... Le budget va là-bas, c'est tout. Et il faut assouplir les mesures administratives. Il faut vraiment les assouplir. Parce qu'on ne peut pas avoir un dossier, on ne peut pas avoir un projet et passer plus de 3 mois, 4 mois en train de chercher des financements, alors qu'en une semaine, on peut l'obtenir et monter le projet. Plus vous donnez des crédits, plus vous serez remboursé. Il faut permettre ça. Donc je réitère la question. Donc c'est quoi le problème ? Pourquoi l'Afrique n'a pas conscience que sa jeunesse, finalement, sera le moyen pour le continent africain pour se développer, parce qu'on le sait. C'est-à-dire que c'est dit, redit, il y a des écrits dessus, bref, il y a des analyses, il y a tout dessus. On sait que l'Afrique pourra se développer qu'à travers sa jeunesse. C'est le manque de vision, premièrement, manque de vision. C'est-à-dire qu'en général, les politiciens qui sont en place ne voient que l'échéance électorale qui arrive dans 5 ans, 7 ans. Leur propre échéance électorale. Donc, ils ne prennent pas en compte un développement sur le long terme. La deuxième chose, c'est que la jeunesse ne pèse pas, en réalité. Ils ne pèsent pas. C'est-à-dire, on en a besoin. Ils pèsent en nombre. Ils pèsent en nombre. Mais en tant qu'électeur, ils pèsent. Oui, mais pendant les élections, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'on reste dans un processus électoral. Pour le coup, la question que je souhaite vous poser, c'est est-ce que la jeunesse a conscience du pouvoir qu'elle a ? Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse sait qu'elle peut renverser tout pouvoir, pour le coup ? Et je ne pense pas. Finalement, non mais c'est vrai. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, le frère. C'est la partie de la population il a parlé de la plus désorganisation de la jeunesse. Mais cette désorganisation n'est pas du fait de la jeunesse, c'est plutôt du fait des dirigeants. Parce que tant qu'ils verront une jeunesse organisée, tant qu'ils verront une jeunesse qui n'est pas inféodée, ils vont toujours essayer de
de mettre en l'air toutes les initiatives. On ne peut pas rester dans l'état passif à chaque fois. Comme on dit, aide-toi, Dieu t'aidera. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez insisté dessus, il faudrait que la jeunesse peut-être prenne son destin en main et finalement agisse pour elle-même. Et si elle trouve juste en face d'elle le fameux mur dont je parlais tout à l'heure. Par la faute je prends un exemple, l'éducation. Ce sera toujours difficile. Ça sera toujours, oui, exactement. Mais par exemple, l'éducation, aujourd'hui, tout le monde a accès à Internet. C'est-à-dire qu'on peut avoir le choix. Tout le monde. Soit regarder, en tout cas beaucoup, quand je dis tout le monde et même les jeunes africains là. Et beaucoup les jeunes africains. Les gens sont sur TikTok. Par smartphone, ouais. À H24, donc on a le choix, soit d'aller sur TikTok et de faire des vidéos de danse, soit d'aller tout simplement étudier. Le problème se former. avec les études même, c'est que parfois ça ne débouche sur rien. C'est ça le problème. Et qu'on est parfois s'informer. On est parfois dans une société de l'urgence. C'est-à-dire que quel est mon prochain repas, comment je vais faire pour payer l'électricité. Donc il n'y a pas de vision à long terme et à moyen terme alors. Et de un et de deux aussi, la jeunesse entre guillemets c'est-à-dire est dans une situation où elle est un peu coincée. C'est-à-dire, ok, on va s'engager pour pouvoir changer les choses, mais on a aussi d'autres problématiques qui sont plus urgentes. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On est totalement d'accord avec vous. Donc moi, je reprends un peu les questions des téléspectateurs. Une pierre plus une pierre plus une pierre plus une pierre peuvent faire tout simplement un mur. Peut faire un mur. C'est-à-dire que si moi, en tant que jeune, je décide de prendre mon destin en main, en analysant la situation, en faisant ce que je peux faire pour pouvoir changer ma destinée, ma vie, ça mais plus ça peuvent avoir un impact. Il y en a qui le réussissent, mais en ne bien sûr, il y en a de plus en plus. Mais en ne passant pas ils le promeuvent sur les réseaux sociaux. Par le canevas africain. Tout à fait. Il y en a qui le réussissent en se basant sur les financements qui arrivent de l'étranger. Mais aussi, la diaspora aussi. Voilà. La jeunesse a déjà pris son destin en main. C'est-à-dire que la jeunesse prend son destin en main tous les jours. Lorsque tu es dans une situation où tu dois trouver à manger, où tu dois bosser, les jeunes ils ont déjà pris leur destin en main. Maintenant, c'est une question de s'organiser. Comment on s'organise pour que ça ait plus d'impact, pour que ma situation personnelle à moi ne soit conjuguée avec la situation personnelle d'un autre, pour que maintenant on puisse peser économiquement et politiquement. Donc je réitère ma question, est-ce que la jeunesse a conscience que le pouvoir, elle peut l'avoir? Oui. Je pense que la jeunesse a le pouvoir, mais il faut guetter aussi d'un œil vraiment averti le comportement des politiques. C'est ça. Voilà, c'est tout. Parce que c'est eux qui freinent les ardeurs de la jeunesse. Sinon, la jeunesse est consciente qu'elle peut y arriver si les moyens sont mis à sa disposition. Et surtout, il faut accompagner cette jeunesse. Parce que ce qu'on oublie, on a effectivement les chiffres, que ce soit de l'UNESCO, en tout cas les chiffres des institutions, mais on oublie qu'ils ne prennent pas en compte les chiffres de l'économie informelle. La plupart de ces jeunes vont dans l'économie informelle. Mais le jour où ils vont penser à se dire on va commencer à taxer l'économie informelle, on l'a vu à Haïti, où il y a eu l'explosion sociale. On a vu avec le printemps arabe, où c'est les jeunes qui... parce qu'on n'aurait jamais imaginé qu'un Ben Ali, Kadhafi c'est autre chose, Ben Ali et puis celui qui est en Égypte, pouvait sauter à cause de la jeunesse et grâce à la jeunesse et par rapport même par rapport à Internet. Et récemment, le cas du Sénégal, si la jeunesse n'était pas debout, mais cette jeunesse debout, c'est parce qu'il y a un ras-le-bol, il y a un chômage, et au-delà même du chômage, c'est même l'emploi précaire. Parce qu'on va vous dire qu'il y a un emploi, mais l'emploi précaire, et comme on dit, il y a des gens qui ont des masters, qui font taxi dans leur pays. L'emploi précaire est ensuite mal payé. Et il y a de l'abus. Donc ça peut pour moi, quand c'est une bombe sociale, à un moment donné, on aura l'eau qui va diminuer avec le réchauffement climatique, mais on n'en prend pas conscience de cela. Autre chose, l'Asie, ce qui est en train de se passer, la Chine, les États-Unis et peut-être la France, ils ont conscience qu'ils ne pourront pas nourrir. Parce que quand on voit la démographie galopante, on dit qu'en 2050, 3/5 des jeunes seront africains. Juste pour rebondir par rapport à l'économie informelle, elle est déjà taxée. On taxe l'économie informelle. Attention, au Cameroun. Oui, il y a certains. C'est-à-dire que lorsque ta place, c'est-à-dire que quand tu viens vendre à un endroit précis, ta place, tu payes. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est pas l'informel. C'est des taxes municipaux. Oui, en tout cas, tu payes quelque chose, tu payes une contribution, bien sûr. Parce que l'économie informelle, c'est parfois le cœur de l'économie d'un pays. Non, mais ça, à la limite, pour moi, c'est de l'informel formel. Mais les marchands ambulants, les petites... Bien sûr, les petites choses qu'on fait un peu à côté. Les sirop de chaussures et tout. Voilà, exactement. Le traiteur qui est à la maison, etc. On est d'accord. C'est ça. Donc, Afrique, la jeunesse est-elle abandonnée? Donc, oui. Et comment faire pour changer le destin de la jeunesse? Rapidement, on fait un tour de table et nous sommes au terme de cette émission.
Il faut changer le paradigme des dirigeants. Il faut qu'ils créent des initiatives pour amoindrir les efforts au niveau de l'administration. Il faut créer des lignes de crédit qui permettent aux vrais bénéficiaires d'être à même de pouvoir lancer leur projet. D'accord. En tout cas, on réitère, il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont qui sont mises en place par les États africains. On ne va pas leur enlever ça aussi. Il faut donc balayer tout ce qui est corruption et autres. Mieux les adapter. Et arriver à... Peut-être que c'est ça le problème. Mais les États africains font pas mal de choses pour la jeunesse. Oui, évidemment, ils savent que c'est une urgence. Pour la jeunesse. Mais il faut pas enlever. Après, il faut que le financement aille aux personnes qui doivent recevoir déjà ces financements. Et au-delà de ça, c'est de ne pas attendre qu'on vous donne des financements venus de... Mais c'est plutôt de voir ce qui est possible dans chaque quartier. Et ça, c'est la proximité des États, en fait. Les maires peuvent voir qu'il y a une personne qui... mais les lycées agricoles, ça doit être développé. C'est aussi simple que faire des fermes agricoles. Mais au-delà des fermes agricoles, on parle d'industrialisation. Comment on fait le lien entre une ferme agricole, la production, ces finances... Si on entend le nombre de milliards, c'est-à-dire que les États disent, nous avons un projet pour la jeunesse, tant de milliards. Mais regardons les milliards et l'impact que ça donne. Et si ça va sur de vrais projets, de bons projets à impact, je pense que la donne peut changer. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont dit qu'ils mettaient 1 milliard par jour, bien par mois. C'est énorme et finalement, les effets escomptés sont faibles. Moi, je vais m'adresser directement à la jeunesse africaine. C'est elle la concernée. Je pense que c'est la jeunesse africaine qui doit impulser ces changements-là. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans un système, pour qu'on puisse nous prendre en compte, il faut qu'on puisse peser. Mais comment ? Et en pesant, en s'organisant. Il faut s'organiser et essayer de s'organiser, que ce soit par quartier, que ce soit par ville, que ce soit par pays, pour pouvoir ensuite, c'est-à-dire dicter ou bien essayer de faire remonter, par exemple, une charte, c'est-à-dire création de la charte du quartier, de la ville, à partir de la jeunesse, et faire remonter donc ces doléances-là dans les différents ministères concernés. Et à partir de là, mettre la pression pour que il y a plus de choses qui soient développées. Faire remonter les talents, faire remonter les initiatives, faire remonter les projets. Il y a beaucoup de choses. Et puis montrer des exemples aussi de réussite. Montrer des exemples de réussite, utiliser les médias sociaux pour s'organiser, etc. etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Évidemment, il y a plein de canaux qu'il faut utiliser. Peut s'approprier pour pouvoir participer en tout cas. Évidemment, il y a plein de canaux qu'il faut utiliser dans ce cadre-là. Exactement. Et il faut faire des efforts. Bien sûr, on peut cotiser. Évidemment, c'est clair. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Vous êtes sur Vox Africa. Nous étions avec Babadem, Frédéric Tchongui, ainsi que Armand Hiré. Merci beaucoup. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre émission Vox Live. Bye bye. Pour célébrer 2 ans de travail, de réalisation et de progrès, la compagnie du Transguinéen CTG organise un événement exceptionnel pour montrer le chemin parcouru et se projeter vers l'avenir. CTG est une co-entreprise entre l'État et les partenaires industriels, notamment Baowu, Rio Tinto, Winning Consortium Simandou WCS, sous le haut patronage du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et avec sous sa responsabilité directe le comité stratégique de Simandou, cet événement sous le thème « Un pont vers la prospérité » mettra en lumière les avancées significatives du projet. La consolidation du co-développement après 2 ans d'efforts et de négociations, closing financier, la mutualisation des coûts et les risques, en parallèle de l'accélération des travaux sur le terrain. La compagnie du Transguinéen célèbre cette année son parcours exceptionnel. Sous la vision éclairée du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui fait personnellement un suivi rigoureux de ce projet, Simandou avance à grands pas, transformant la Guinée en un hub industriel mondial du fer et de l'acier. Simandou, le projet de l'espoir et de la prospérité, va contribuer à améliorer considérablement le bien-être de notre population. Les 29 et 30 juillet, rejoignez-nous pour découvrir comment le projet Simandou, sous la direction visionnaire du président Mamadi Doumbouya, change durablement le paysage socio-économique de notre nation. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur www.unpontverslaprospérité.com pour suivre cet événement inédit. La compagnie du Transguinéen, construire l'avenir ensemble. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine.
Vox Africa.